Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une grande question qui est la suivante. Comment cultive-t-on du sarrasin bio? Et pour en savoir plus, je suis venu près d'Orléans rencontrer Jonathan et Jérémy qui sont les directeurs de Trésor de Beauce et qui sont des agriculteurs bio. Vous allez voir, je suis certain que leurs explications vont être absolument incroyables. Mais avant tout, Jérémy, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur votre activité? Alors bonjour à tous, Jérémy Desforges, co-gérant de Trésor de Beauce. Nous sommes une exploitation située au sud de Paris. Et donc nous avons repris l'exploitation de notre père en 2019. Et nous avons tout de suite transformé l'exploitation en agriculture biologique. Et notamment pour y implanter des légumineuses, des céréales. Donc on a sorti au mois de septembre, il y a la semaine dernière, lors des festivals de Loire à Orléans, une nouvelle graine. Donc c'est une graine de tournesol décortiquée, torréfiée. Je vous la montrer. Donc c'est cette graine là. Donc ça c'est la. En gros c'est une graine de tournesol qu'on appelle une pipasse, que l'on a décortiquée et ensuite que l'on a torréfié. Et ça, c'est unique en France. Ah bon? On est les premiers à faire ça en France. Félicitations. Hey, caliente! Cha-cha! Alors, vous avez une marque qui s'appelle Trésor de Beauce. Et si j'ai bien compris, c'est la 5e génération. C'est ça, donc l'exploitation est depuis 5 générations. Et nous avons choisi de nous inscrire dans un cycle vertueux, donc agriculture biologique déjà dans un premier temps, donc ça c'est la première des bases de notre exploitation. Et ensuite nous avons aussi choisi de créer un emballage spécifique. Donc on a été les premiers à emballer nos légumineuses dans un sachet 100% homme compostable où il y a un brevet sur la colle qui est une colle végétale. C'est génial. On peut retrouver vos produits où? Alors on peut retrouver nos produits notamment sur notre site internet. On a un e-commerce en ligne. Et ensuite, les GMS autour de chez nous, grande distribution classique. Et après, on est en train de développer un réseau de multiples épiceries à travers la France. Maintenant, je vais me tourner vers Jonathan. J'ai une question très précise. Pourquoi cultiver du sarrasin aujourd'hui ? Donc c'est une culture qui nous permet de couvrir en fait les sols après récolte, surtout après les récoltes des cultures d'hiver. Alors comment ça marche exactement? C'est-à-dire, nous ici sur l'exploitation, donc on cultive de l'oignon bio et de l'ail bio. Donc on récolte, on va dire fin juin, des fois début juillet. D'accord. Et ensuite on va implanter le sarrasin tout de suite après. Donc c'est ce qu'on appelle une culture dérobée. Donc c'est-à-dire que dans le même champ, on va avoir l'hiver des oignons et l'été du sarrasin, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est ce qui va nous permettre un peu de lutter contre les mauvaises herbes l'été. Donc en fait, on va implanter une culture pour éviter que les mauvaises herbes se développent l'été, après la culture qui a été récoltée juste avant. D'accord. Et juste pour comprendre également, le sarrasin, vous en faites quoi? Donc nous sur l'exploitation, donc après récolte, donc on le sèche à la ferme et ensuite il part chez un meunier, chez un voisin meunier qui est aussi en bio. D'accord, très bien. Quelle est la terre qui est propice à la culture du sarrasin? Est-ce qu'on peut faire du sarrasin où on veut, ou y a-t-il des climats ou des caractéristiques de la terre qui sont, on va dire, plus appropriées? Bon, à mon avis, oui, on peut en faire un peu partout, sauf à mon avis dans le sud, c'est une culture qui n'aime pas trop la chaleur. Nous, on le voit bien quand on a des gros cycles de sécheresse chez nous, surtout juillet-août. La culture a du mal à féconder, même après floraison. Donc du coup, on a une perte de rendement à ce niveau-là. Pour moi, c'est vrai qu'en Bretagne, c'est quand même un peu plus propice parce que le climat est un peu plus, on va dire... Attention.
attention aux mots. On va dire le climat est plus... un peu plus humide. Enfin, il y a quand même moins de soleil. Enfin, on va dire. Pas beaucoup moins. Non, mais c'est pour ça nous, on l'a vu une année, hein, on avait fait du sarrasin, il était monté à 1,50 m, mais au final, les fleurs ont toutes coulé. Enfin, il a fait très chaud. Donc, on avait un champ, il faisait peut-être 800 kg hectare, et l'autre 1,5 tonne, avec une date de semis très différente. Alors, il y a une chose que l'on ne sait pas trop, c'est qu'il n'existe pas une variété de sarrasin, mais de nombreuses variétés de sarrasin. Et comme pour les pommes, hein, c'est toujours l'exemple que je prends, vous avez des Granny Smith, vous avez des Rainettes du Canada, vous avez des Golden. Donc quand vous allez faire vos courses, vous comprenez bien que les pommes soient différentes. Et bien, pour le sarrasin, c'est pareil. On n'a pas une plante qui s'appelle le sarrasin. Moi, j'aimerais savoir comment vous choisissez une variété de sarrasin plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est pour des questions de rendement, des questions de goût, des questions d'amertume, des questions d'utilisation par vos clients? Comment ça marche? Non, pour moi, c'est pas une question de rendement, c'est surtout ce qu'on veut en faire. Donc, nous, on utilise surtout la harpe, c'est pour le faire écraser par des meuniers. D'accord. Et donc ensuite, on avait fait de la Zita, et cette variété-là, elle est plus propice pour faire du décortiquage, donc de la graine pour mettre dans le pain, dans les salades. On peut l'utiliser sous forme de graine. D'accord. Par contre, la harpe, elle va pas se décortiquer. Donc c'est pour ça nous, on jouait sur ces deux variétés-là. Donc on avait la Zita pour le décortiquage et la harpe pour la meunerie. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus du calendrier. Donc, on parlait du semis. Concrètement, d'où proviennent les semences? À quel moment on les met, on sème dans le champ? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc nous, sur l'exploitation, tout dépend si on avait la culture l'année d'avant, mais la plupart du temps on l'achète pour avoir quand même une meilleure levée, on va dire. Et juste une chose, et si vous ne l'achetez pas, est-ce que d'une année sur l'autre, le sarrasin a semé de manière suffisamment importante pour pouvoir refaire du sarrasin sans intervenir et semer de nouvelles graines ensuite? Oui, c'est tout à fait possible. Il faut juste faire un test de germination pour définir en fait on va dire le taux de germination de la graine, et donc en fonction de ça on adapte en fait la densité de semis. Mais oui, c'est possible de le faire, mais bon, si on n'a pas de graines sur place à la ferme, on l'achète directement, soit à un semencier, à une coopérative, à une personne qui distribue en fait la variété, quoi. Parfait. Donc là, on va partir du principe que vous avez acheté les graines. Vous les semez à quel moment et quel est le travail ensuite dans les champs jusqu'à la récolte? Donc nous, sur l'exploitation, maintenant on le fait en culture dérobée, après une culture d'hiver, donc ça va être fin juin, début juillet qu'on l'implante. Donc on fait un décompactage bien sûr avant, parce que en fait les oignons et l'ail sont récoltés avec des machines qui tassent pas mal le sol, donc du coup on décompacte. D'accord. Donc ensuite on sème directement avec un semeur en ligne classique, et donc après s'ils annoncent de l'eau, on n'arrose pas, sinon on essaye d'arroser pour faire lever. Et puis ensuite on étrille. Donc comme on est en bio, on n'a pas de produits chimiques, hein, donc on fait un étrillage. Des fois si c'est possible. Ça consiste en quoi l'étrillage? L'étrillage, c'est une technique de désherbage mécanique. En fait, c'est des doigts qui viennent griffer la terre. Okay. Et qui viennent tuer les petits filaments de mauvaises herbes qui sont en train de lever en même temps que le sarrasin. D'accord, c'est très clair. Et ensuite, que se passe-t-il jusqu'à la récolte? Donc jusqu'à la récolte, entre-temps, si la culture on l'a désherbée 2 fois à l'aide d'une étrille, normalement elle couvre suffisamment pour pas que les mauvaises herbes puissent s'implanter, et en fin de compte c'est le sarrasin qui va tuer les mauvaises herbes avec sa couverture de feuillage, quoi. C'est incroyable, hein. La nature fait des choses surprenantes. Ah bah oui, s'il y a une bonne implantation, ça se passe très bien. Mais c'est surtout après, voilà, c'est s'il fait très chaud, donc on va être capable de l'arroser 1 à 2 fois suivant les grosses chaleurs.
pour que la plante puisse se développer. Mais bon, rien n'est gagné parce que même si on l'arrose et qu'il fait très chaud, c'est ce que je disais tout à l'heure, les fleurs ils vont avorter, quoi. Alors j'ai une petite question à vous poser. C'est une chose que l'on lit également assez souvent. On lit que les produits phytosanitaires ne sont pas les bienvenus parce qu'ils n'apportent pas des facteurs de croissance supérieurs à la plante. Ou autrement dit qu'on n'utilise pas d'engrais pour faire croître du sarrasin. On a compris que chez vous c'était en bio, donc la question ne se posait pas, mais malgré tout, si on était en conventionnel, y a-t-il ou pas des produits phytosanitaires qui sont utilisés pour la culture du sarrasin? Ouais, je pense qu'ils doivent utiliser quand même du désherbage au départ. Mais après, tout dépend ce qu'on veut faire de la culture. Après, peut-être qu'ils utilisent aussi des engrais. Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai toujours cultivé du sarrasin en bio. D'accord. Donc, j'ai pas d'avis. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que nous, on a des gros problèmes de résidus de produits phytosanitaires, mais pas dû à ce qu'on implante sur la culture. C'est les conventionnels qui sont autour. Qui vont faire des désherbages d'automne sur les céréales qui viennent de semer. Et du coup, ça provoque une phytotoxicité au niveau du sarrasin. D'accord. Et même quand le champ qui est traité se trouve loin du champ de sarrasin? Oui, bon, on dit jusqu'à 7 km. 7 km? Oui, la molécule est capable de se déplacer. Bon, après, c'est une théorie. Donc, d'accord. Mais qu'on soit en conventionnel ou en bio, au niveau du sarrasin, le problème il restera le même. C'est une molécule qui vient se greffer directement sur la graine, vu que la graine est à nu. Donc ça vient se coller directement sur la graine, donc on ne peut pas y faire grand-chose, quoi. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cette présentation de la culture. Maintenant, je pense que ce qui va nous intéresser, c'est de se pencher de manière plus détaillée sur la récolte. Donc, bienvenue dans notre champ, donc, qui est derrière nous. Alors, juste pour rappel, vous avez combien d'hectares de culture? Ça, je ne me souviens plus exactement. Donc, nous, on exploite 140 hectares, donc essentiellement en bio. Ok, donc c'est une belle exploitation. Et là, on est dans la partie consacrée au sarrasin. Voilà. Alors, Jonathan, le sarrasin, une fois de plus, on en parle beaucoup, mais on ne se rend pas forcément compte de la plante, comment elle se présente. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On peut déjà voir là, donc, sur cette première, il y a plusieurs étages. Donc, on a plusieurs floraisons. On va dire que ça a été semé, elle a été semée fin juin, et donc on peut déjà apercevoir les quelques premières fleurs, donc qui ont donné donc quelques graines au départ. Trop bien, regardez. Voilà. Regardez, on voit les petites graines. Donc la plante a plusieurs floraisons au cours du temps. Ouais, voilà, elle peut toujours continuer de fleurir. Bon, après, elle arrive à une certaine maturité. Et nous, c'est pour ça en fait qu'on l'endaine, c'est pour vraiment la stopper on la stoppe à un moment donné, parce qu'après on va arriver très tard en saison, et pour récolter après c'est très humide. D'accord. Là on est sur une récolte, on va dire fin octobre, début novembre. Okay. Et on arrive vraiment dans un cycle pas hivernal, mais assez automnal, donc on a pas mal d'eau normalement. Donc en gros, c'est pour ça qu'on va venir l'endainer pour vraiment, voilà, là on voit la tige rouge, donc elle peut rester rouge malgré en fait les quelques grains secs qu'il y a. Okay. Donc elle va, même si on arrive à la fin, donc au dernier étage, les fleurs, là il y a encore quelques fleurs. Ouais, c'est ça. Même s'ils deviennent graines, on va dire marronnées, là, comme là on voit déjà, la tige elle va toujours rester rouge, rouge, et en fin de compte, vous voyez, ça se casse pas. Donc c'est ce qui est très dur à battre. C'est pas tant la graine qui est dur à battre, c'est de faire passer toute la tige de la plante à l'intérieur de la moissonneuse. Donc c'est pour ça qu'on vient endainer. Donc on vient la couper exactement comme ça, mise sur le sol, on va dire. Et c'est là qu'elle va venir se dessécher, avec même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, elle va se dessécher naturellement. Et donc c'est-à-dire que, on va dire 5-6 jours après, s'il n'y a pas eu d'eau, on est capable de la récolter donc avec notre fameux pick-up. Et la hauteur de la plante, c'est combien environ? Ça dépend des variétés. Oui et non, ça varie surtout en fin de compte des types d'étages qu'elle a fait, des types de floraison. D'accord. Et nous on est capable d'avoir donc du sarrasin qui fait un peu moins de ma taille, mais des fois quasi ma taille, donc elle peut faire 1,80 m. Ah bien, merci pour ces présentations sur site. Ah oui. Une belle bête, hein. C'est sûr. Alors, vous en faites quoi de ça? C'est qui qui se confie?
Bah moi. L'utilisateur. Donc c'est avec cette machine qu'on récolte donc la plupart de nos cultures et aussi le sarrasin. Donc après avoir endainé le sarrasin, donc on récolte avec... Endainé. Oui, donc alors attention, les crêpes magiques, c'est quand même une chaîne sur les crêpes et les galettes, c'est pas une chaîne sur l'agriculture. Donc oui, nous maintenant systématiquement on vient endainer, donc c'est-à-dire on vient couper donc la plante et la ramener en andin, donc un tas au milieu donc de l'endaineuse. Okay. Et donc ensuite on vient récolter donc avec la moissonneuse classique, on va dire. Et dessus on a ce qu'on appelle un pick-up, on va dire une coupe qui ramasse au sol avec des tapis, on va dire, pour être plus clair. Et on vient donc c'est ce qui va nous permettre de ramasser l'andin une fois séché, une fois sec. C'est ce qui va en fait nous permettre de mieux récolter la graine de sarrasin. Ok. Tu pourrais nous expliquer à partir de quel moment on sait qu'on peut récolter un champ de sarrasin? Donc la graine de sarrasin, on sait déjà quand il faut endainer, c'est que la graine de sarrasin elle est marron. Donc elle est sèche, elle est bonne à être récoltée. On vient endainer. Et quelques jours après, on voit par exemple l'andin changer de couleur, c'est-à-dire que les tiges vertes deviennent rouges, puis un petit peu marron. Et donc là, on estime que voilà, c'est bon, on peut y aller, quoi. Et là, on est où, Jonathan? Donc là, on arrive à l'endroit où on vient sécher donc le sarrasin. D'accord. Ah oui. Ah oui, c'est ambiance Notre-Dame de Paris, là. Oui, bah c'est vrai que ça prend pas mal de place, hein, tout notre système. Donc ici, on a le système de séchage et de stockage en fait de la matière première. Ok. Donc en fait, après, comment ça se passe là? On imagine qu'on a, une benne qui arrive, une benne qui va se déverser. Là, par exemple, on a la benne là juste derrière nous. Donc elle vient d'arriver du champ. D'accord. Là, on a récolté à l'instant. Donc on vient vider la remorque donc, dans ce qu'on appelle vulgairement donc, une fosse de réception. Donc de la fosse, le grain passe dans les élévateurs, donc ça porte bien son nom, ça vient élever la matière, puis après elle est transportée par un transporteur à chaîne, okay. Puis dans le séchoir qui est juste à côté. Ok. Donc là, cette espèce d'immense boîte, hein, voilà, c'est le séchoir. Voilà, c'est un séchoir. Donc nous ici, on avait pris le choix donc d'un séchoir à gaz de ville. On a un cycle du grain qui va du bas vers le haut en fait. Et pendant, on va dire 8 heures, 9 heures, suivant en fait la température que nous on veut atteindre. Et donc le grain va faire une circulation continue, on appelle ça. Jusqu'à temps d'atteindre jusqu'à ce qu'il atteigne sa température. Et l'objectif, alors si on sèche le grain, c'est que nécessairement, donc s'il n'est pas sec, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on risque avec un grain qui n'est pas sec, un sarrasin qui est encore humide? Quel est le souci finalement? Que ça soit donc un sarrasin ou toute autre culture qui se récolte assez tardivement en saison, donc est humide, donc c'est-à-dire est au-delà de 15 d'humidité. Ok, donc c'est quoi? C'est 15% d'humidité? Non, souvent on est aux alentours de 27-30, entre 27 et 32 on va dire % d'humidité. Donc si on le laisse comme ça dans une cellule, donc il va moisir et carrément. Donc là on risque l'échauffement et la moisissure, voire quand c'est du maïs, ça peut même aller jusqu'à brûler sur place, quoi, tellement que ça chauffe. Ça peut monter à 90 voire 100 degrés. Donc du coup c'est pour ça qu'on le sèche pour le conserver. Donc on va le réduire, on va dire aux alentours de 10. Ouais, entre 10 et 11% d'humidité. Jérémy, Jonathan, merci beaucoup pour cette visite. Alors c'est rare, hein, je pense que visiter une exploitation et surtout en sarrasin bio, c'est quelque chose de précieux. Donc vraiment, encore merci. Et si vous suivez tout notre parcours, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous sur Instagram, Trésor de Beauce. Et sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, hein, on est vraiment sur tous les réseaux, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos intéressantes, fascinantes, distrayantes
sur le monde merveilleux des crêpes et des galettes. À bientôt. Bye bye.